Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Nous sommes de retour. Au sommaire, la mort résout tous les problèmes. Pas d'homme, pas de problème. Ces mots sont de Joseph Staline, mais ils semblent illustrer à 80 ans de distance la façon dont en Russie, l'on fait taire son opposition démocratique. L'assassinat vendredi dernier, 2 balles dans le dos de l'opposant Boris Nemtsov, est-il un crime d'État? Si oui, il interroge sur les objectifs de Vladimir Poutine, petit-fils d'un cuisinier de Staline et formaté ô combien par le KGB. La Russie bascule-t-elle dans la dictature? On en débattra, mais pas avant d'avoir reçu un Capricorne ascendant Vierge, hardi et mélancolique à la fois. Françoise Hardy donc. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent. Bonsoir Elisabeth. On est ravis de se revoir, non? Et on est ravis de recevoir Françoise Hardy. Moi, je suis ravie d'être là. Oh, bah quelle chance nous avons. Un peu intimidée. Bah, nous aussi, tout de même intimidée par l'icône des 60s sublime que vous êtes, et alors interloquée, interrogée par le fait que vous publiez cet essai, car c'est un essai, des avis non autorisés, 7 ans après votre autobiographie, Le désespoir des singes. Vous n'aviez pas tout dit à l'époque? Non, ça n'est pas du tout la question, parce que je n'ai pas prémédité ce livre, en rien. Mais après une année sabbatique, je ne me sentais pas bien de ne rien faire. Ah oui. Et je ne savais pas quoi faire, parce que je ne voulais plus écrire de textes de chansons, je ne voulais plus aller en studio chanter, tout ça, ça demande trop d'énergie, et malheureusement l'énergie me fait de plus en plus défaut. Et puis un jour, je me suis mise devant mon ordinateur, ce que je fais chaque jour, et puis j'ai commencé à rédiger ce qui fait le premier paragraphe de ce livre, sur un souvenir d'une photo où l'on voyait ma mère et mes beaux-parents qui avaient autour du même âge, enfin entre 60 et 70 ans, et qui étaient tellement éteints que ça m'avait beaucoup interpellée à cette époque. Donc j'ai uniquement rapporté ce souvenir-là, et puis, allez savoir pourquoi, je pense le ciel, les anges gardiens, tout le reste a coulé naturellement. De source. Ce qui ne veut pas dire que j'écris facilement, hein, parce que j'ai mis un an à écrire ça. Et Sans nègre, c'est bien vous, l'auteur d'avis non autorisés. Sans nègre, jamais. Absolument jamais. On en reparle dans un instant, après le petit portrait et l'expresso de Thibault Nolte. Regardez. Si après 50 ans tu n'as mal nulle part au réveil, c'est que tu es mort. Selon cet adage, Françoise Hardy, qui a 71 ans, est parfaitement en vie. De sa maladie, ses douleurs, sa déliquescence, elle ne fait ni tabou ni mystère. Son message personnel est sans détour, vieillir est une cochonnerie à laquelle personne n'est préparé. Sans aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux, mais c'est peut-être parce que Madame Hardy a connu plus que les autres le vertige des sommets. Enflammée dans les 60s, courtisée par les démiurges de la pop, déclarée idéal féminin par Mick Jagger, harcelée par Dylan, elle fut une Bardot en courage, le trouble androgyne en plus. Pourtant, celui qui ravira le cœur de l'ex-adolescente renfermée est un Français, champion mondial de mutisme, Jacques Dutronc. En 50 ans, le couple s'est appliqué une géopolitique de l'amour étonnante, le vivre ensemble séparément. Une diplomatie sentimentale qui aura soufflé à la chanteuse la matière première de ses plus belles chansons, l'amour contrarié. Et la contrariété est toujours féconde. Elle forge les opinions et alimente les avis non autorisés. Avec un surmoi dans la stratosphère, Françoise Hardy hache, cuit et avale la vie et ses avanies. Elle digère bien Sarkozy et Védrine, recrache volontiers Hollande et les proctologues. Oui, la vieillesse est un naufrage, mais Françoise Hardy a trouvé une chaloupe. Voilà, avis non autorisé, Françoise Hardy. Un livre très singulier, très vous, très libre. Effectivement, un surmoi dans la stratosphère. Il n'y a pas de filtre. Vous écrivez ce que vous pensez. Et alors, les premières pages sont assez crépusculaires. Il y a une sorte de tonalité presque à memento mori, avec des considérations sur l'âge et le temps qui passe, assez déchirantes. Oui, c'est à ce point-là affreux de vieillir. Le fil conducteur, ça a été quand même tout ce qui m'énerve en permanence. Ah, oui. Et donc, je trouve toujours énervant d'entendre que le troisième âge, les gens du troisième âge sont finalement beaucoup plus heureux que le reste de la population. Ils voyagent, ils font tout ce qu'ils n'ont pas pu faire le reste de leur vie. Comme des lapins, je suis très énervée d'entendre aussi plusieurs fois par semaine depuis des mois, voire des années, qu'il est très important de bouger, de faire de l'exercice physique, etc. Alors que quand on arrive à un certain âge, on en est
totalement incapable. Alors c'est très bien de vous dire il faut faire de la bicyclette, faut marcher, mais enfin quand on a les jambes complètement handicapées par l'arthrose, marcher c'est pas non plus. Alors c'est ce qui vous fait dire, dans un registre d'humour noir, mais encore une fois très crépusculaire, à propos de Jacques Dutronc, mon veuf imminent, et d'évoquer comment vous vous amusez en disant où est-ce qu'on mettra nos cendres quand on sera mort, etc. Oui, c'est une manière de désamorcer cette angoisse, cette épouvante. Non, parce que je trouvais, l'éditeur avait évidemment à cœur que je mette le plus d'éléments personnels possible dans ce livre, ce qui n'était pas toujours le cas et pas toujours possible non plus. Et donc, je crois que je le racontais déjà dans mon autobiographie, c'est sûr que j'ai vécu pendant des années avec Jacques qui était obsédé par l'idée qu'il allait mourir jeune. Et donc, et un jour, il m'avait dit « Tu feras une très jolie veuve ». Et j'avais commencé à lui dire « Il faut quand même que tu te dépêches », parce que je devais avoir déjà dépassé l'âge de 40 ans. Ouais. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que cette idée qui m'avait quand même bercée, eh bien, c'était exactement le contraire qui allait se produire. Alors, il y a quand même dans votre livre, vous l'avez dit, c'est un livre d'énervement, je dirais plus de colère. Oui. Vous avez des colères. Et non, d'énervement, d'irritation. Oui, il y a des choses qui m'irritent en permanence en à la radio. J'écoute beaucoup la radio. Et il y a des choses... le premier sujet que vous évoquez dans votre livre, sur lequel il y a vraiment un sentiment de colère, c'est contre la fin de vie, le scandale de la fin de vie. Et vous en prenez aussi à certains médecins qui, pour vous, prolongent au-delà du nécessaire non, la mais vie c'est pas ça. C'est que les médecins ou les hommes politiques ou femmes politiques qui ont en charge l'euthanasie. La question de l'euthanasie, le problème de l'euthanasie très, très complexe, n'ont toujours pas compris qu'il y avait un moment pour beaucoup de gens âgés ou malades ou les deux, où l'existence devient trop insupportable et qu'ils n'en ont rien à faire des soins palliatifs. Ils veulent tout simplement qu'on leur permette de cesser de vivre. Françoise Hardy, c'est ce qui s'est passé avec votre maman. Votre mère s'est fait euthanasier. Elle est partie quand elle voulait, comme elle le voulait. Ma mère votre avait combat cette vient de là. atroce maladie qui s'appelle la maladie de Charcot, où on finit dans des souffrances terribles. C'est incurable. Donc on finit étouffé parce que les muscles de la gorge, de la poitrine se paralysent et tout ça. Et puis elle, ça a commencé par un bras, et qui était devenu comme un fil, hein, le bras touché. Et elle avait dit, quand le deuxième bras sera atteint, je ne veux pas continuer à vivre. Et elle a trouvé une équipe médicale très... Mais c'est son médecin qui l'a aidée. Donc, la loi Leonetti n'est pas suffisante et vous espérez que le gouvernement de François Hollande fera quelque chose ou révisera, amendera le droit. Oui, il l'avait promis, ça faisait partie de ses promesses de campagne. Mais oui, je crois que c'est possible en Suisse et en Belgique, non? Tout à fait. François Hollande, le gouvernement, non? Question politique. Alors, on voit aussi quelques politiques dans votre livre. Il y a des coups de cœur, Michel Rocard, Hubert Védrine. Je ne voulais pas en parler du tout, et c'est mon éditeur qui a beaucoup insisté. Ah, mais ça vous intéresse, la politique? Qui savait... Non, mais... On sent que ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse, la politique, mais je n'avais aucunement l'intention d'évoquer mes rares rencontres avec Hubert Védrine ou Michel Rocard. Et c'est parce que l'éditeur a tenu absolument à ce que je les rapporte. Oui, c'est plutôt assez drôle. Vous avez des liens, vous avez déjeuné avec Védrine et ça. Et sur Hollande, d'un mot, vous diriez quoi sur François Hollande? Je dirais que je n'aimerais pas être à sa place parce qu'il est paralysé, coincé. Enfin, là, on a l'impression qu'il évolue un peu, mais entre un électorat qui est resté aussi coincé par une idéologie qui est totalement dépassée, à mon avis, hein, l'idéologie de la gauche, gauchiste, comme vous l'appelez dans votre bouquin. Oui. Et en même temps, les réalités du monde. Et donc... il y a un déphasage. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et ça l'amène de temps en temps à donner d'une main ce qui vient d'enlever de l'autre.
Alors, on va parler de l'écologie, de politique, nos amis toujours. les Verts. Nadia. Ce ne sont pas vos amis, en l'occurrence, parce que c'est une classe politique qui prend très cher dans votre livre. Certains, oui, mais il y en a Il y d'autres. en a certains que vous aimez, effectivement. Vous aimez bien Brice Lalonde, vous aimez bien Nicolas Hulot, vous aimez bien Daniel Cohn-Bendit, mais pour résumer, et en gros, Fontenoy, et Maud Fontenoy, vous parlez d'elle également. Mais les membres d'Europe Écologie Les Verts, vous ne les portez pas dans votre cœur. Le mieux, c'est encore que je vous cite. Parce qu'ils sont beaucoup trop politisés, et pour moi, l'écologie ne doit pas être ni de gauche ni de droite. Vous dites précisément de certains d'entre eux. Pour vous, Eva Joly, c'est une vieille coquette qui est minaudante et maladroite. Oui, avec ses lunettes en cœur, ça bouge. Quand vous parlez de Cécile Duflot, vous évoquez le sectarisme de cette petite bonne femme. Pour vous, elle ne parle pas, elle glapit, et ça vous donne envie de la bâillonner. Et alors, ça devient de plus en plus rapide, son débit, on a envie, oui, de la bâillonner. Ça s'arrête. Alors Jean-Vincent Placé, c'est un politicien pur jus, particulièrement rébarbatif, et Emmanuel Cos, c'est une caricature ambulante de la matrone autoritaire. On a bien compris que vous n'allez pas voter écolo. Vous allez voter pour qui ? Je déteste les matrones autoritaires. Et donc, vous ne voterez pas pour eux, vous voterez pour qui ? Vous le dites ? Ah, ben moi, j'aimerais beaucoup qu'Alain Juppé se présente, ou même François Fillon, puisque je ne suis pas de gauche, donc évidemment, mes préférences vont à des hommes de droite, mais des hommes de droite aussi modérés, pas tellement envie de Sarkozy, hein. Ayant autant de recul que François Fillon ou Alain Juppé. Nicolas Sarkozy, bon, je l'ai croisé deux, Vous l'aimiez bien ? Oui, il est absolument charmant, il est très chaleureux, on ne peut pas ne pas l'aimer quand on l'a rencontré. Il y en a certains qui ne l'aiment pas trop. Quand on le rencontre. Oui, mais il se pose en rassembleur alors qu'il est exactement le contraire. Une dernière question, Françoise Hardy, à propos des religions que vous assimilez à des mouvements assez archaïques, obscurantistes et sectaires. La spiritualité, oui, la religion, non. A commencé par le pape François, contre lequel vous avez une dent. C'est un homme formidable. Non, mais j'ai surtout... Vous lui reprochez de ne pas s'ouvrir à l'idée de la contraception. Ah ben oui, moi je pense que le jour où l'Église admettra la contraception, voire... Ce ne sera plus l'Église. Voire l'avortement, et puis aussi le droit à mourir dans la dignité, comme et quand on le souhaite, là, elle aura fait un grand pas en avant. Le jour aussi où elle reviendra sur certains dogmes grotesques auxquels grand nombre de catholiques, et pas les moins intelligents, croient dur comme fer, ils croient que c'est une réalité concrète, où elle expliquera que c'est une réalité symbolique qui n'a jamais été vécue et ne le sera jamais d'ailleurs. Enfin bon, l'Église aura aussi beaucoup progressé. Et puis je parle aussi du fait que le christianisme, enfin en tout cas les vieux textes bibliques, etc., ont posé la condition féminine telle que les femmes en ont souffert pendant des siècles et encore aujourd'hui, d'une manière définitive. C'était déjà dans la Bible. C'était déjà dans la Bible et c'est dit et redit dans Avis non autorisé de Françoise Hardy, édité par un merveilleux éditeur, Olivier Frébourg, aux éditions des Équateurs. Merci d'être venue dans 28 minutes. Merci de m'avoir invitée. Madame Hardy. Et place au débat sur la Russie, dont la frange démocrate est traumatisée par l'assassinat vendredi dernier de l'opposant Boris Nemtsov. Ce qui ressemble à un crime d'État affaiblit l'espoir d'une transition politique et commence à donner de la Russie poutinienne l'image d'une dictature post-marxiste mais néo-stalinienne. Est-ce le cas ? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Des slogans contre le régime et des dizaines de milliers de manifestants hier à Moscou. Une image exceptionnelle dans la Russie de Vladimir Poutine. Dans le cortège, des mines défaites et des portraits de l'opposant Boris Nemtsov, tué par balle vendredi dernier en pleine rue, sous les fenêtres du Kremlin. C'est une telle tragédie, une telle horreur. Dans ce pays maintenant, on a quasiment basculé dans le fascisme. Qui a voulu faire taire Boris Nemtsov ? Cet ancien vice-premier ministre de Boris Yeltsin dénonçait l'annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine, la corruption au plus haut sommet de l'État et la dérive autoritaire du numéro 1 russe. Le Kremlin, lui, nie toute responsabilité dans son assassinat. Il y a plusieurs pistes.
Ce meurtre pourrait être une provocation pour déstabiliser la situation du pays. L'entourage de Vladimir Poutine dégaine une nouvelle fois la théorie du complot, celle qui galvanise les mouvements nationalistes, toujours prêts à prendre pour cible les étrangers et les opposants accusés d'être à la solde des Occidentaux. Des figures de l'opposition liquidées, ce n'est pas une nouveauté en Russie. En 2006, la plus célèbre d'entre elles, la journaliste Anna Politkovskaya, est abattue à son domicile alors qu'elle enquêtait sur la guerre en Tchétchénie. D'autres opposants ont depuis été emprisonnés ou contraints à l'exil. Peut-on encore avoir une parole libre aujourd'hui en Russie et à quel prix? À coups de propagande et de répression, Vladimir Poutine est-il en train de faire basculer le pays dans la dictature? Bonsoir à tous les trois. Michel Chaninov, bonsoir. Vous êtes philosophe, rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine. Vous êtes l'auteur de il y a mon marque-page dedans, Dans la tête de Vladimir Poutine, aux éditions Actes Sud, le livre que tout le monde s'arrache et quasiment épuisé dans un certain nombre de librairies en France. Et vous pensez que Vladimir Poutine, en amalgamant adversaire politique et traître à la patrie, a légitimé d'une certaine manière l'élimination physique des opposants, de ses opposants. À côté de vous, Frédéric Pons, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef Monde, donc international à valeurs actuelles. Vous êtes l'auteur, vous, d'un ouvrage paru en octobre chez Kalman Levy. Qui s'arrache toujours. Qui s'arrache toujours, qui n'est pas épuisé. Qui s'arrache, donc Poutine, c'est un sujet porteur, il semblerait. Et alors, selon vous, la Russie n'est pas une dictature, mais une toute jeune démocratie balbutiante. Une démocratie autoritaire, quand même, avec un État fort et une administration archi-puissante. À côté de vous, Cécile Vessier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure en études russes à l'université de Rennes 2. Et vous pensez que la Russie a été une démocratie imparfaite, ça c'était dans les années 90. Oui. On y reviendra d'ailleurs au cours du débat, mais qu'elle est aujourd'hui une dictature soft pour le moins. Alors, on démarre avec une question, Nadia. D'un internaute, la voici. L'opposition n'a presque plus de leader, sauf peut-être le très menacé Kasparov. Qui reste-t-il, pour s'opposer à Poutine? Cécile Vessier, effectivement, Garry Kasparov, aujourd'hui, il est exilé aux États-Unis. Oui. Alexei Navalny vient d'être arrêté, condamné à 15 jours de prison. Oui. Très brièvement, qui est-ce qui pourrait aujourd'hui prendre la relève de Nemtsov? Disons, effectivement, Navalny est la figure actuellement la plus charismatique. Parce que Kasparov ne compte pas, entre guillemets, parce qu'il est à l'étranger. Khodorkovsky a un poids, une influence, mais il est à l'étranger, voilà, morale et une expérience, mais il est à l'étranger. Navalny, c'est quelqu'un qui galvanise les foules, sauf qu'il est non seulement en prison actuellement. Il était en résidence surveillée avant ça. Il était en résidence surveillée et il est surtout menacé de plusieurs années d'emprisonnement parce qu'on veut l'écarter, parce que c'est quelqu'un... Une épée de Damoclès, il y a toujours un procès contre lui. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Michel Chaninov, qui était Boris Nemtsov ? Boris Nemtsov, c'est un symbole de la jeune démocratie russe des années 90. C'est pour ça que cet assassinat est très symbolique. Il luttait contre la corruption ? Il luttait contre la corruption, bien sûr. C'était un jeune gouverneur à Nijni Novgorod dans les années 90, puis vice-premier ministre de Boris Eltsine. Un jeune loup de la démocratie naissante en Russie. Il a laissé quelque chose en matière d'économie, Nemtsov. Il a contribué à l'ouverture un réformateur extrêmement important. Voilà, on le dit pas forcément ultralibéral, mais justement, localement, à Nijni Novgorod, il a changé énormément de choses au début des années 90. Donc c'est quelqu'un qui était un libéral économiquement et politiquement et qui est devenu dans les années 2000 une figure de l'opposition à la fois très respectée parce que très ancienne, quelqu'un des années 90, mais aussi quelqu'un qui avait une parole très libre. Et quand on entend sa dernière interview quelques heures avant sa mort, on voit quelqu'un qui, aujourd'hui, dans la Russie poutinienne, dit que la participation des troupes russes en Ukraine est avérée et scandaleuse. Et c'était l'un des rares à avoir une parole aussi libre aujourd'hui en Russie. Sur des médias libres ? Sur des médias comme Moscou, indépendants pour l'instant. Alors, Frédéric Pons, le pouvoir, à l'annonce de cet assassinat qui a eu lieu, je le rappelle, à Moscou, à 2 pas du Kremlin, a émis un certain nombre d'hypothèses, des pistes, un assassinat, une action islamo-terroriste, une action sacrificielle. Qu'en pensez-vous? Et Vladimir Poutine est-il derrière cet assassinat? Je crois que tout le monde, et même autour de cette table aujourd'hui, fait des suppositions. Tout le monde a des pistes, y compris les plus farfelues. Très franchement, l'assassinat de Nemtsov par le pouvoir... C'est-à-dire un crime d'État, Un crime d'État me semble une aberration. C'est complètement idiot. Or, Poutine est tout sauf idiot. Pourquoi c'est idiot? Tout simplement parce que Nemtsov était un opposant courageux, mais isolé dans une opposition très minoritaire en Russie. Quel danger représentait-il pour le pouvoir, pour le Kremlin aujourd'hui?
Pas grand-chose. En même temps, on sait qu'il était suivi 24 heures sur 24 et qu'à ce moment-là, précisément, il devait très probablement être suivi sans qu'il y ait eu intervention. Ça, vous le savez, moi je ne le sais pas. Peut-être, pourquoi pas, à la limite. Il était suivi les opposants dans tous les pays, les opposants dangereux peuvent être suivis. C'était peut-être le cas de Nemtsov. Mais très franchement, quand vous regardez attentivement pas dans tous les pays, son poids... Il ne faut pas généraliser. Non, mais ce n'est pas quand les pas dans les vieilles démocraties occidentales, mais on l'a dit en préambule, la Russie est une jeune démocratie autoritaire qui est en train d'avancer doucement sur une histoire que nous avons connue pendant 200 ans. Donc, il est difficile de comparer le système démocratique russe au nôtre. Dans l'affaire Nemtsov, très franchement, ça n'était pas une cible prioritaire pour le pouvoir. Il pouvait être une cible, et je termine, il pouvait être une cible pour un certain nombre de gens, et d'où les pistes qui se dessinent, des ultranationalistes russes, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont été utilisés, commandités par le pouvoir, ou aussi des islamistes. Je rappelle les déclarations très fortes de Nemtsov contre l'islamisme, et on sait que la plupart des crimes commis en Russie ces dernières années ont tous un lien plus ou moins direct avec le Caucase, avec l'islamisme en Russie. Alors, est-ce que, Cécile Vessier, c'est une thèse que vous acceptez? Et peut-être quand même, il faut aussi dire qu'il y a un climat en ce moment très particulier en Russie, un climat de haine, de terreur quasiment. C'est-à-dire, la piste islamiste, je crois, on l'oublie, ça n'a aucun sens. Depuis des mois, et Michel, qui connaît bien la Russie, je dirais, ne me contredira pas, je dirais, depuis des mois, on voit monter des critiques contre la soi-disant 5e colonne, contre soi-disant l'opposition qui serait financée par le département d'État américain. On voit, et ça on ne le voit pas, monsieur, partout, dans aucune, je dirais, dans l'ensemble des pays, on voit des immenses affiches avec la 5e colonne affichée comme ça sur des librairies, dans des magasins, Poutine, dans des lieux y compris publics. dans ses discours. Et vous en tirez la conclusion que Poutine a fait assassiner Nemtsov. Je termine. Ça ne tient pas sur le plan de la raison. Monsieur, on parle d'autre chose. On parle du climat de haine. On parle du climat de haine, c'est-à-dire qu'on a désigné l'opposition depuis des années comme des victimes. L'ennemi de l'intérieur. Comme des ennemis de l'intérieur. Ça prépare quand même un peu le climat. Tout à fait. Un mot avant le mixé de Vladimir Poutine en 2012, je pense que Nemtsov n'était pas si inoffensif dans le sens où il publiait régulièrement des rapports sur la corruption, qui est quand même le talon d'Achille. Et ça prêtait à en publier un sur l'Ukraine, en l'occurrence. Voilà, sur la corruption, sur les Jeux Olympiques de Sochi, évidemment. Sochi, c'est un point extrêmement sensible. Vous êtes naïf, ça fait 20 ans que des opposants publient des rapports sur la corruption. Et ça fait 20 ans que Poutine, tout en s'appuyant sur des oligarques, a cassé des corrompus dans son pays. Excusez-moi. Il faisait des rapports qui étaient largement diffusés à l'étranger dû à sa notoriété ancienne. Donc des rapports qui pouvaient totalement ennuyer le pouvoir, et notamment parce qu'ils étaient précis. Et deuxièmement, effectivement, le climat de haine est permis par le pouvoir lui-même, puisque je rappelle un seul exemple. En juillet 2012, Poutine fait un discours sur l'opposition démocratique et dit que ce sont des gens qui veulent ruiner la Russie, et il dit texto, c'est de la trahison nationale. Oui. Alors, donc évidemment, il y a permission. Vous allez voir dans ce droit fil d'écouter des propos assez incroyables tenus par Vladimir Poutine il y a 3 ans, même époque, précisément où on l'interrogeait sur l'opposition et sur d'éventuelles provocations de l'opposition. Les gens dont vous parlez, ils veulent provoquer des affrontements et ils essaieront d'orienter la situation dans cette direction. Ils veulent même sacrifier quelqu'un pour ensuite en tenir les autorités responsables. Je connais cette méthode. Ils cherchent même une victime sacrificielle parmi les gens connus. Ils peuvent flinguer quelqu'un et ensuite accuser le pouvoir. Complètement prémonitoire. Ça a l'air prophétique. C'est incroyable, non? Mais Poutine c'est des propos d'un ancien agent soviétique, non? On sent la culture. Alors à chaque fois, c'est très drôle la façon dont les Occidentaux considèrent Poutine, sans chercher à comprendre ce qu'il signifie, ce qu'il représente. Poutine, aujourd'hui en Russie, depuis 14 ans, représente un espoir pour la majorité des Russes. Je ne dis pas que je partage ce point de vue, non, mais c'est très important. Ça explique pourquoi Nemtsov et l'opposition sont si minoritaires. Ça explique pourquoi il y avait si peu de monde à cette manifestation d'hommage. 50 000 personnes. Mais c'est rien par rapport à... Mais, attendez, c'est important. Attendez, quand on sort manifester en Russie, on est menacé. Mais non, il y a eu des manifestations beaucoup plus grandes à Moscou. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Notamment dans les années 90. Je termine. La manifestation de 50 000 à 70 000 personnes est importante, elle a été digne. Très bien.
Mais si on compare ça à la population de Paris, par exemple, Moscou-Paris, c'est comme si on avait eu dans les rues de Paris 5 000 à 8 000, mettons 10 000 personnes. C'est important, mais ça n'est pas un mouvement populaire massif. Il n'y a pas d'opposition en Russie. Ça n'existe pas. Mais si, il y a une opposition, mais résiduelle. Pourquoi? Parce que les Russes... Parce qu'ils ont été poussés à l'exil. Parce qu'ils ont été mis en prison. Mais non, pas seulement. Parce que, reconnaissez-le, l'opinion russe, aujourd'hui, se reconnaît en Vladimir Poutine. Qu'on le regrette ou pas, c'est une réalité. Et tous les sondages, y compris les plus sérieux, on va en évoquer montrent tout à l'heure que Poutine avec... a restauré la stabilité du pays, veut redonner la puissance à l'extérieur. Et les Russes se reconnaissent en cela. Attendez, Cécile Vessé, on n'est pas ici pour faire... Mais non, pour faire le procès de Poutine. Alors, on est ici pour parler des faits. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Cécile Vessier et Frédéric Ponce, je vais pas vous... Si on devient militant, il n'y a plus de débat. Alors, on va évoquer une opposante, s'il vous plaît, une autre opposante qui s'appelle Nadia Savchenko. Elle est encore en vie, elle mérite qu'on raconte son histoire. Donc, elle s'appelle Nadia Savchenko, elle est ukrainienne, elle est en train de mourir. C'est une jeune femme de 33 ans qui est pilote dans l'armée de son pays. Le 18 juillet dernier, elle est capturée dans le Donbass par des séparatistes, puis elle est livrée aux autorités russes. Elle est accusée d'être responsable de la mort de 2 journalistes russes. Elle aurait donné des informations. Elle est accusée également d'avoir franchi illégalement la frontière, ce qui est un chef d'accusation assez kafkaïen quand on connaît l'élasticité des frontières selon Poutine. En tout cas, après sa capture, elle a subi une expertise psychiatrique dans le tristement célèbre Institut Zbersky, où des dissidents politiques avaient été internés. Et puis elle est emprisonnée. Depuis, elle ne cesse de clamer son innocence. Elle a entamé une grève de la faim. Ça fait 80 jours aujourd'hui, donc on se doute de l'état dans lequel elle se trouve. Elle a perdu plus d'une vingtaine de kilos, elle va très très mal, elle n'aurait que quelques jours à vivre aujourd'hui. Elle a écrit dans une lettre ouverte: je poursuivrai cette grève jusqu'au jour de mon retour en Ukraine et jusqu'au mon jour dernier en Russie. On peut préciser également qu'elle a été élue en son absence députée ukrainienne. Frédéric Ponce, on n'a pas du tout entendu les dirigeants européens plaider pour le retour, la libération de cette femme, ni d'ailleurs des autres prisonniers politiques ukrainiens. Elle Pourquoi? est prisonnière politique, comme il y a des prisonniers politiques aux États-Unis. Je regrette que les dirigeants européens n'en aient pas parlé. Il faut leur demander pourquoi ils n'en ont pas parlé. Au moment des accords de Minsk, par exemple, vous mettez sur le même pied des prisonniers politiques aux États-Unis et des prisonniers politiques en Russie. Les gens de Guantanamo, vous ne croyez pas que c'est en dehors des lois internationales? Ça ne vous choque pas? On n'est pas tout à fait sur le même plan. On n'est pas tout à fait sur le même plan. Je crois qu'on ne peut pas dire que tout se vaut et que tout est égal à tout. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Elle a un prisonnier de guerre. Les États-Unis, si vous voulez. Elle a été enlevée en Ukraine. Les prisonniers de Guantanamo ont été enlevés dans les pays arabes. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on parle de l'Europe. On parle de l'Europe. L'Europe semble absente de ce dossier qui paraît secondaire et dérisoire. On peut le regretter sur le plan des droits de l'homme. Mais l'Europe, et notamment Paris et Berlin, font en ce moment une politique qui n'est pas une politique bisounours. Ils ont défini des intérêts, la France et l'Allemagne, des intérêts qui vont au-delà de cas personnels. L'intérêt de l'Europe, l'intérêt de la France et de l'Allemagne, c'est de faire de l'Ukraine une passerelle et non pas un porte-avions américain dirigé contre la Russie. L'intérêt de l'Europe, c'est de garder le lien avec la Russie et avec Poutine. C'est lui qui est au pouvoir depuis quelques années. On va y revenir, mais je vous propose un petit retour en arrière pour resituer 2-3 choses. 2 ans après la chute du mur, des conservateurs avaient tenté de restaurer l'Union soviétique défunte. C'est le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. On regarde et on en reparle juste après. Après la chute du mur de Berlin, l'URSS est fragilisée. Au début de l'année 91, l'armée soviétique prend d'assaut la tour de télévision de Vilnius en Lituanie et tue 15 manifestants. Boris Eltsine n'hésite pas à condamner le coup de force, il va même plus loin et s'oppose au président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, en reconnaissant la souveraineté des États baltes, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. La tension monte encore d'un cran durant l'été. Les conservateurs profitent des vacances de Mikhail Gorbatchev pour organiser un coup d'État. C'est le putsch de Moscou. Je pense que c'est terrible. Les conséquences seront terribles et tragiques. Il reste à espérer que l'histoire ne se répète pas et que le retour à l'ancien régime n'est pas possible. C'est intéressant de savoir comment ils vont se conduire dans les pays baltes qui ne souhaitaient pas rester associés à nous. S'ils restaurent l'Union, c'est de nouveau la violence. Les chars envahissent la capitale, mais Boris Eltsine parvient jusqu'au Parlement, il se hisse sur un véhicule blindé et harangue la foule, appelant à la grève générale. Aujourd'hui, le destin du pays, sa liberté, son évolution démocratique sont entre vos mains. Ne permettez pas un bain de sang.
La fin de l'URSS. 4 mois plus tard, 11 ex-républiques soviétiques adhèrent à la communauté des États indépendants, la CEI. La communauté des États indépendants entend respecter strictement les principes et les règles du droit international et même renforcer les garanties en matière de droits de l'homme et de libertés individuelles. Mikhaïl Gorbatchev annonce sa démission. Boris Eltsine devient le nouveau maître de la Russie. Michel Chaninov, au début des années 90, du point de vue de l'Europe occidentale, c'est la fin de l'histoire. Et en fait, pas du tout. Non. Du point de vue des Russes, ça dépend de quel côté on regardait cette histoire-là en train de se faire. C'est le début d'une autre histoire qui sont les suites de la chute de l'URSS, qui ne sont toujours pas soldées aujourd'hui, puisque la Russie prétend restaurer une puissance qu'elle dit méritée, et que les anciennes républiques, par exemple l'Ukraine, eux, préfèrent majoritairement se tourner vers un autre modèle. Et que cette histoire, finalement, des relations entre des républiques qui ont parfois énormément souffert du jeu soviétique et du grand frère russe ne sont toujours pas réglées aujourd'hui et continuent aujourd'hui à travers le conflit en Ukraine ou à travers ce meurtre très symbolique d'un démocrate des années 90. Un chiffre. Alors ce besoin justement ou cette envie cette nostalgie de puissance, on la lit dans le chiffre du jour. 86% des Russes approuvent l'action de Vladimir Poutine. Cécile Vessier, c'est un chiffre qui vous paraît possible, probable à la fois paradoxal et comment on une évidence aujourd'hui? Je pense qu'on l'explique, je dirais, par plusieurs choses. C'est-à-dire que, premièrement, dans un pays où effectivement vous avez un régime autoritaire et un régime policier, si on vous appelle pour un sondage en vous demandant êtes-vous pour ou contre le président du pays, vous n'allez pas dire non. Par peur, par pure peur. Bien sûr, de représailles. La peur est là en Russie. La peur donc c'est un chiffre fabriqué pour vous, en tout cas qui n'est pas représentatif Non, pour moi, ce n'est pas représentatif du tout. Il y a une deuxième chose, si vous voulez, c'est que je crois qu'il y a des gens qui ont tellement de difficultés à vivre en Russie, pour lesquels les choses sont tellement difficiles matériellement, que le pouvoir, et en plus ça rentre dans une certaine tradition de rapport de la société au pouvoir, est vu comme quelque chose d'autre. Donc pourquoi se faire des ennuis? Et troisième point, ça c'est vrai, il y a eu une vraie adhésion, par exemple, à l'annexion de la Crimée. C'est une vraie, et je pense que c'est lié à des choses en fait très psychologiques, très liées à l'enfance, etc. Parce que tous les sondages montrent que jusqu'à l'adhésion de l'annexion de la Crimée, les Russes étaient plutôt déçus par le gouvernement, déçus par la crise qui commençait à s'amorcer, etc. Et qu'au moment de l'annexion de la Crimée, on voit une vraie adhésion qui est réelle malgré le gonflage. Et qui explique donc cette popularité. Parce que la Crimée représente un certain nombre d'éléments pour eux, y compris la période bénie des vacances. Le troisième point est le plus important. Ça, non, attendez, parce que Poutine représente quoi et pourquoi a-t-il cette popularité malgré l'État policier, etc. C'est parce que depuis 1999-2000, il incarne aux yeux des Russes la possibilité d'une stabilisation, même autoritaire, mais c'est accepté, d'une stabilisation intérieure et la possibilité d'une restauration de la grandeur russe, restauration de la fierté russe. La Crimée fait partie de ce scénario. Et c'est pour ça qu'une majorité des Russes, peut-être pas la classe, l'élite à Saint-Pétersbourg ou Moscou, celle qui manifeste, mais une majorité des Russes, qu'on le veuille ou non, se retrouve derrière en lui. cette nostalgie. J'aurais une interprétation légèrement différente. Je dirais que Poutine, depuis son retour à la présidence en 2012, a mis en avant une idéologie ultra-conservatrice, très anti-occidentale et très impérialiste, unissant la Russie blanche et la Russie rouge. Oui. Et donc, il a hystérisé la société. Oui. Effectivement... Il y a une fascisation de la société, même aujourd'hui. Je pense qu'avec l'assassinat d'un leader politique, on peut parler d'un début de fascisation de la société, en tout cas une hystérisation de la société autour d'un rêve pour faire oublier les difficultés. Qui peut aller jusqu'à l'élimination d'une personne. C'est un regard très occidental, très européen. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. On n'a pas un regard occidental, je donne dans mon livre le texte fondateur de l'action de Poutine. On le connaît, monsieur. Mais non, j'ai été le premier à le traduire en français. Et je dis que dès décembre 1999, Poutine fait un constat très lucide sur l'échec de l'Union soviétique. Il n'a aucune nostalgie et il dit à ce moment-là, voilà comment la Russie va s'en sortir. Alors, voilà, et ce qu'il va faire depuis 15 ans, c'est inscrit dans ce texte. Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs aujourd'hui à Vladimir Poutine?
Non. La presse, les ONG. Aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont totalement mis sous contrôle. Il y a des lois contre ce qu'on appelle les agents de l'étranger, c'est-à-dire les associations qui recevraient des financements étrangers qui sont sous le coup d'une loi. Oui. Par exemple, une association merveilleuse comme Mémorial, qui s'occupe de la mémoire du stalinisme, aujourd'hui est empêchée de travailler et sous le coup de la loi. Donc aujourd'hui, on est dans un régime, effectivement, qui élimine les contre-pouvoirs de plus en plus violemment. Oui. Et physiquement même. Non, je suis absolument d'accord avec. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Michel Tchalinov. Si vous avez des infos, il faut tout de suite les donner au Kremlin. Si vous savez qui a tué, on a des informations. Vous venez de dire que le Kremlin tue les opposants. Regardez certains textes qui paraissent. Monsieur, vous me laissez parler. On est dans une sorte de tribunal étonnant. Et c'est comme ça que la presse occidentale se trompe complètement sur Poutine. Monsieur, vous parlez pas russe, vous ne connaissez pas la Russie, vous venez pas nous dire qu'on a un regard occidental. Sont en train de comprendre que le courant dominant médiatique est en train de faire fausse route, que nous sommes à la remorque des Américains dans ce dossier. Très bien, voilà, on a compris. C'est le discours de l'extrême droite, et nous sommes à la remorque des États-Unis. Il faut conclure parce qu'il faut accueillir Jean-Mathieu Pernin, toujours pour parler de la Russie, mais sous un angle nettement plus culture pop, pardon. Jean-Mathieu, notre chérubin de la culture pop, donc vous allez relier le débat, ô combien animé de ce soir, au cinéma hollywoodien, les grands méchants russes. Eh bien oui, moi je vous conseillerais à la bourse des méchancetés au cinéma d'investir sur le russe, parce qu'en ce moment il est proche de l'OPA hostile. Véritablement. Le russe c'est vraiment le méchant bien sûr dans les films sur la guerre froide, on se souvient de Bon baiser de Russie, le James Bond, de Le rideau déchiré d'Hitchcock et même de Chuck Norris, Invasion USA, avec la plus belle affiche, vous serez d'accord avec moi. En tout cas, voilà, on a vu récemment un retour du russe. On a vu par exemple Tom Cruise faire exploser le Kremlin carrément dans Mission Impossible 4. Jack Bauer de la série 24 heures chrono déjouer un complot de l'ambassadeur russe contre le président américain. Et la saison actuelle qui vient de commencer, House of Cards, la saison 3, voit un conflit entre le président russe et le président américain. Alors, il faut dire que ça a fait du bien un peu aux scénaristes américains, puisqu'après la chute du mur de Berlin, ils étaient un peu mal, ils ne savaient plus trop où aller, comment identifier le méchant. Heureusement, il y a eu, entre guillemets, pour le scénario et le film hollywoodien, le terroriste islamiste après le 11 septembre 2001. Mais bon, c'est toujours, ses motivations sont difficiles à expliquer, son nom est compliqué à comprendre. On est assez loin du pop-off dans les méchants de Rocky IV. Donc, le russe est revenu pour ça dans le grand méchant. Alors, d'ailleurs, le New York Times, l'année dernière, est revenu là-dessus à expliquer ce phénomène. Depuis la chute de l'Union soviétique, il est vrai qu'on retrouve beaucoup de Russes, notamment chez les tueurs à gages, chez les chefs de gang ou notamment chez les mafieux, à tel point que le mafieux russe a dépassé aujourd'hui le mafieux italien, vous savez, dans les clichés du cinéma. Et ça va même assez loin, puisque le film Gravity, vous savez, le film Gravity en 2013, qui se passe dans l'espace, qui raconte l'errance de cette astronaute américaine dont la fusée a été percutée par un satellite. Le satellite est de quelle nationalité ? Il est russe, bien sûr, forcément. Donc même là, dans l'espace, ça s'affronte. En tout cas, c'est parfait pour les producteurs, cette histoire, parce que le méchant russe, il est intergénérationnel. Ça veut dire que des films d'action, on peut faire des films familiaux, puisque du grand-père au petit-fils, on a le même méchant, donc c'est fantastique. Seul petit problème aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine, le président russe, ressemble à une personne, Daniel Craig. Et oui, Daniel Craig, un brouillage insupportable. 007. Voilà, donc aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué. Exactement. Dans les pectoraux. Voilà, il va falloir en tout cas s'y retrouver. Pas que, les bourrelets aussi. C'est très intéressant ce que vient de dire Janelle, c'est que nous sommes dans une campagne de communication. C'est fini. Très bien. Les Américains ont toujours fait jouer Hollywood contre leurs ennemis. Merci Frédéric Ponce. Voici venir la minute des forces nées de la désintox, la brigade anti-désinformation qui ce soir fait un tri sélectif dans les propos de Frédéric Pechnard, secrétaire général de l'UMP, à propos des revenus de Nicolas Sarkozy, selon lui nul, c'est-à-dire égal à 0. Flashé par Désintox, le secrétaire général de l'UMP, Frédéric Pechnard, à propos des revenus de Nicolas Sarkozy. Quand vous êtes président de l'UMP ou premier secrétaire du Parti socialiste, c'est pas un métier, vous ne gagnez pas d'argent. Bien. Nicolas Sarkozy, il n'a pas de revenus, il n'est pas élu, donc il est conférencier international. C'est son travail. Est-ce que c'est un bon signe de Il gagne sa vie. Nicolas Sarkozy serait donc devenu conférencier international afin de subvenir à ses besoins parce qu'il n'avait aucun autre revenu
Fraîchement nommé secrétaire général de l'UMP après avoir longtemps servi la police nationale, Frédéric Pechnar va trop loin pour défendre son patron. Ce qui est vrai, c'est qu'être président de l'UMP rapporte 0 €. À l'inverse, être conférencier international à Abu Dhabi par exemple est plutôt lucratif. Mais ce qui est faux, c'est de dire que Nicolas Sarkozy ne dispose pas par ailleurs de revenus. En tant qu'ancien locataire de l'Élysée, il a en réalité le droit à de nombreux avantages, tout comme Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Et d'abord, à une indemnité mensuelle d'environ 6 000 € bruts par mois. Il bénéficie aussi d'un appartement de fonction meublé et équipé, assorti de 2 personnes chargées de son entretien. Il s'est choisi un 11 pièces de 320 mètres carrés, non loin de l'Élysée. Par ailleurs, l'État paie également à Nicolas Sarkozy 7 collaborateurs permanents, une voiture de fonction avec 2 chauffeurs et une protection rapprochée permanente. Au total, il en coûte 2,2 millions d'euros par an à l'État, selon le député socialiste René Dosière, en pointe sur les dépenses liées au président de la République. Nicolas Sarkozy a donc tous les droits de donner des conférences, mais dire comme Frédéric Pechnar qu'il le fait parce qu'il n'a pas de revenus est tout à fait faux. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. 28 minutes est terminé, accessible sur le web 24 h sur 24, en version enrichie à la page 28 minutes. Dans un instant, soirée cinéma, paillettes et charbon. D'abord, c'est La Bête humaine de Jean Renoir avec Le Gabin et Simone Simon. Puis All That Jazz de Bob Fosse. À demain 20h05 avec une documentariste d'exception, Manon Loiseau, de retour de Tchétchénie. Bis morgen, tchuss.